Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2, et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle saison des Seigneurs de la F1 et ce nouvel épisode avec mes acolytes Alex et Yo-Yo. Du coup, nouvelle saison, 3e saison où vous allez pouvoir nous suivre. Donc déjà, merci à vous pour votre soutien. Je crois que sur les derniers chiffres, on était à plus de 3000 écoutes sur les différentes plateformes. Donc merci à vous. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre lors des streams sur Twitch, à nous suivre sur le compte Insta. Ça nous fera grandement plaisir. Alex, Yo-Yo, comment vous allez en cette reprise de la F1 ? Est-ce que ça vous a pas trop manqué ? Ça faisait longtemps. Je suis fier de pouvoir remettre le maillot Ferrari. Je trouve qu'on commence plutôt bien la saison. Et voilà, ça sera aussi la dernière année où je pourrai porter le maillot Ferrari en tant que vrai fan de Ferrari avant l'arrivée de Hamilton et toutes les groupies et les fans de Hamilton qui ne seront pas fans de Ferrari avant tout. Donc c'est cette petite fierté, c'est avec une grande larme que je porte ce t-shirt pour la dernière année et supporter le duo Leclerc-Sainz. Ouais, mais tu seras quand même fan de Ferrari après, rassure-nous. Je resterai fan de Ferrari, ça il ne faut pas l'oublier. Fan de Leclerc avant tout. Voilà, un jour, one day, quand les planètes et la chance seront réunies, peut-être pourrons-nous espérer le titre. Ouais, mais tu crois en Fredo. C'est Fredo qui va le faire poursuivre jusqu'au titre. Oui, mais je vois dans les yeux de notre cher ami Yo-Yo c'est que Fred apporte du bien à l'équipe et qu'un jour, Ferrari sera au top de la forme et que là, on aura la petite descente de Verstappen au profit de Leclerc pour pouvoir un petit peu venir challenger les saisons qu'on a depuis quelques années. N'est-ce pas, Yo-Yo ? Yo-Yo, une réaction sur ça ? Mais je pense qu'on sera plus un Fredo qui va donner une saison avec une victoire à Hamilton pour boucler la boucle depuis leur passé qui a Leclerc. Donc là, je n'entends pas tes paroles. Non, ce qui est bien, c'est que tu as un maillot, tu vois, authentique avec Santander, tout ça, alors que les nouveaux n'auront pas ces maillots comme ça. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est du un peu coup, comme là, le PSG, tu vois, les anciens, ils ont pas. Les nouveaux, ils ont pas l'ancien logo. On reconnaît directement. Là, toi, t'as encore avec le maillot Thompson. Exactement, c'est ça. Le petit gris. C'est un top, mais c'est pas grave. Mais du coup, t'es en train de nous annoncer Yo-Yo, une victoire de Hamilton sous Ferrari ? Ah bah franchement, je pense. En tout cas, selon notre cher Fredo, je pense que c'est sa mission. Boucler la boucle avec Hamilton, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Il a récupéré pour terminer. Et ensuite, déjà... Et puis après, peut-être une belle transition avec Leclerc, on sait jamais. Hein. Un Leclerc peut apprendre aussi d'un Hamilton, être champion de 2-3 ans. Attends, un beau passage relais. Il y a Alex qui a les étoiles dans les yeux parce que là, au calcul, ça fait 4 saisons pour Ferrari. Donc, non, mais alors, max. Il faut savoir que c'est deux pilotes différents. Il faut savoir que Leclerc a quand même un beau chat noir, quand même. Faut se le dire. Hein. Il a quand même la malchance pour pouvoir parler lors de ce Grand Prix. Alors que Lewis a vraiment l'opposé. Lui, beaucoup de chance. Comme un petit peu, une sorte de Verstappen, j'ai envie de dire. Mais Lewis a quand même de la chance. N'oubliez jamais, là, sur le Grand Prix de Silverstone, quand Bottas avait eu des problèmes, Hamilton avait quand même eu son pneu qui avait éclaté 3 tours avant et avait réussi à terminer le Grand Prix quand même premier. Là où Bottas avait eu toutes les complications. Bon, et j'en passe. Voilà. Ça veut peut-être faire en sorte que Ferrari puisse gagner, mais bon, je prends quand même. Bon, de toute façon, tu prendras ce qu'on va te donner au fur et à mesure, à force d'apprendre. Effectivement. Ouais, très bien. Du coup, pour ce nouvel épisode, on l'a intitulé Bah rien à voir, parce que c'était à Bahreïn et que franchement, il n'y avait rien à voir sur ce Grand Prix-là. Petite anecdote, je sais pas vous, mais moi j'ai même tapé ma meilleure sieste de 10 minutes pendant le 30e au 40e tour à peu près, parce qu'il y avait vraiment rien à voir.
Même niveau data, moi qui suis allègrement les data pendant tout le GP, là, il n'y avait rien du tout. C'est assez fou. Et d'ailleurs, on va en parler dans le résumé du week-end. D'ailleurs, petit résumé, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Victoire, on va le dire, on va faire limite un bingo sur l'année pour savoir le nombre de victoires de Verstappen. Donc victoire de Verstappen avec 22 secondes d'avance sur Sergio Pérez, c'est assez hallucinant, 22 secondes. Et Carlos Sainz en troisième position pour le plus grand plaisir d'Alex, je suppose. Et quatrième, Charles Leclerc. Cinquième, notre brave Russell. Sixième, Lando Norris. Septième, Hamilton. Huitième, Piastri. Fernando Alonso pour la 9e place. Et Stroll qui termine la marche à la 10e place. Ce qui fait que on a quasiment que des doublés d'écurie dans les 10 premières places. Sympa, je pense que on va devoir s'habituer sur la saison. De votre côté, messieurs, petite question. Quels sont vos tops et vos flops du week-end? Si vous en avez 2, 3 de chaque. Ouais, j'en ai pas mal. Hein. Alors, non, je peux par les tops. Commencer quand même par les tops. Bon, voilà. Les tops. Faut quand même saluer la performance de Verstappen parce que je trouve que dans ce week-end, je pense que vous rejoindrez un petit peu mon avis, mais il n'y a eu que des surprises. Les essais, on voit un Ricciardo qui est premier, ensuite on voit un changement complet. Jusqu'au bout, on s'est dit, mais qui va pouvoir être en tête? Est-ce qu'il n'y a pas une petite carte surprise qui peut être jouée? Leclerc qui signe en qualification en Q2 le meilleur temps et qui finalement en Q3 passe pas. Et en fait, on regarde qu'il aurait pu aller chercher la pole s'il avait fait le même temps qu'en Q2, en Q3. Mais quand même, Verstappen, tour 6, je me suis noté, 8 secondes d'avance déjà, c'est vraiment la masterclass. Les pneus ont chauffé comme il fallait dès le début, il a pris son rythme. Enfin, encore une fois, on souligne le pilote, mais en l'espace de 6 tours, se prendre une longueur d'avance comme ça, c'est quand même assez dingue. En sachant que là, on a eu la confirmation qu'il y aura des modifications qui seront apportées pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ça fait vraiment peur sur la Red Bull, qui est déjà la plus cheatée, si je puis dire, du peloton. Donc quand même assez balèze. Moi, j'ai quand même aussi, je terminerai bien évidemment par Ferrari, mais je saluerai aussi la performance de McLaren. Je trouve que ça a été impressionnant de les voir tourner. Il y a eu des super batailles, elles ont été hyper compétitives avec au même niveau que les Mercedes, je trouve. Je sais plus, mais je crois qu'elles font partie des top voitures qui ont eu le plus d'amélioration par rapport à l'année dernière. Et je trouve que ça se sent en course. On a eu des belles batailles et des belles performances de la part des McLaren. Et je noterai aussi même un petit Oscar Piastri qui est maintenant bien à l'aise avec la voiture, plus confiant et il l'attaque un peu plus. Ça faisait plaisir. Et après, moi, en top, je trouve, comme tu l'as dit, Nico, on a eu des batailles de teammates. Alonso versus Stroll, ça se passe, ça se repasse. Tsunoda Ricardo, le bordel de fin de course. Sainz Leclerc, ça a été quand même assez intense, je trouve, et ça fait plaisir aussi d'avoir de la bataille entre teammates parce que, mine de rien, on en avait déjà parlé, mais voilà, même si on est coéquipier au sein d'une écurie, il y a quand même de la bataille pour aller pour le championnat et par aussi fierté par pilote. Donc, je trouve que ça fait parmi mes tops. Et en top aussi, pour terminer, comme je le disais sur Ferrari, Sainz, ça a été Pilot of the Day, mais moi, je trouve que je l'ai vu plus agressif qu'avant. Il a pris beaucoup plus de risques, il attaque plus en virage, la gestion de ses pneus était parfaite. Comme on le disait en préambule, signer le meilleur temps en pneus durs, sorti de nulle part, ça montre que vraiment là, c'est sa dernière année de toute façon avant de bouger, il en a plus rien à faire. Il s'est dit, bon allez, je vais montrer ce que je vaux, on sait jamais, je peux aller chez Red Bull ou Mercedes l'année prochaine, ça peut me faire plaisir. Et effectivement, voilà, j'ai des beaux dépassements sur Leclerc et Russell, enfin, se taper l'extérieur, exceptionnel, pas de lock-up, rien. Félicitations Leclerc, Sainz en tout cas, Leclerc aussi, félicitations mine de rien. Et en flop, moi j'en ai deux, j'en ai trois même. J'ai un premier, évidemment les Alpines, sans secret, les voir en fin de peloton.
mais on pourra en reparler. Ça, on aura l'occasion d'en doit être reparler. hyper Ouais. intéressant sur l'aéro. En deuxième, je me suis noté quand même Bottas. 52 secondes passées au stand. Je crois que c'est du jamais vu. Pour changer le pneu, si ce n'est à Monaco, quand il a eu son problème sur la roue, qui ne voulait pas se détacher, et là on compte en une journée. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve que c'est de pire en pire pour Bottas, et donc ça m'interroge un peu sur la suite de ses aventures en Formule 1. Et en dernier, effectivement, si je devais terminer pareil, je terminerais sur du Ferrari. Je trouve que là, Leclerc, il avait eu du mal à faire chauffer ses pneus. On l'a vu lock-up plusieurs fois en début de course. Il y a eu emmené, c'était pareil pour le Russell. Et en fait, effectivement, il y a eu un problème sur la monoplace, donc le fameux chat noir, notamment son aileron qui sera corrigé. Hein, l'a dit Vasseur, il ne faut plus que ça arrive. Et on connaît Vasseur, hein, il va serrer les vis en interne. Et effectivement, ce qui avait été communiqué, c'est que lors des 20 premiers tours, il perdait 6 dixièmes par tour. Et mine de rien, il a fini top 4. Donc, belle prestation malgré son chat noir, je trouve. Ça aurait pu être pire. Donc, un mal pour un bien, j'ai envie de dire. C'est dans mon flop, mais on aurait pu espérer une P2. Allez, pour Leclerc, parce que voilà, Verstappen était vraiment trop loin. Eh ben merci pour ce bon top et flop. D'ailleurs, on aura l'occasion de parler d'Alpine juste après dans le focus. Mais oui, rassure-toi pour Bottas. Hein. Bottas, il perd 50 secondes au stand, mais il est quand même devant Sargent. Donc, ouais, c'est ce que je regardais. il y avait 23 secondes devant Sargent. Je me suis dit, oulala. Au calme. Même, ah oui, non, oui, 23 secondes. Oui, parce qu'il y a un tour encore en plus après de Sargent. Ah ben, merci Alex. Et toi, Yo-Yo, les tops et les flops de ce week-end? Les tops, comme dirait Alex, Verstappen, concentré au maximum, il a fait un week-end parfait. On pourra faire un bingo, mais je pense qu'il n'y a même plus un bingo. C'est on croîtra s'il fait meilleur temps aux essais, meilleur temps au qualif et meilleur temps à la course. Et comme ça, on fera les comptes à la fin de la saison. Forcément. Plus c'est meilleur temps, durant la course, mais voilà. Top aussi, la mécanique de toutes les voitures. On a quand même fini une course avec les 20 voitures présentes pour une première course de saison. Il y a quelques années en arrière, il y aurait eu des déficits sur les roues. Merci Pirelli. Sur les moteurs, si on pense à As ou des écuries. Oui, Alpine, on ne sait pas si c'est une F1 ou une F2, mais bon, ça c'est autre chose, on s'en en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir quand même les 20 voitures finir la course. Et sinon, en top, je dirais Sainz. Il a fait une course parfaite. Il ne pouvait pas aller chercher mieux. De toute façon, les deux autres devant étaient monstrueux. Bon, Ferrari, sa stratégie légendaire a fait que il a bloqué, mais je pense qu'il n'aurait pas pu aller chercher la de Red Bull, comme on a parlé tout à l'heure. On a vraiment eu des duos entre coéquipiers. Et il s'est battu avec notre cher Leclerc. Il a osé le dépasser. Et le dépassement à un petit virage a été quand même assez osé, faut le dire. Ouais. C'est vrai les deux se touchent. On en parle ce soir. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas vu les dépassements de Sainz, ils étaient beaux et ils risquent de finir quand même dans le top des dépassements limite de la saison. Exactement, de la saison, on peut pas le dire. Et en flop, Alpine, mais ça on en parlera tout à l'heure. Et flop, le spectacle à la FIA qui nous avons une voiture. Ça fait 2 ans qu'ils nous vendent des voitures incroyables. Ils pourront suivre. Alors oui, les voitures se suivent. Mouilla Verstappen et les deux Red Bull devant, les autres sont à quelques secondes les unes des autres, mais pas de spectacle, on peut pas se dépasser. Le DRS, dès la fin du premier tour, vraiment nul. Ça donne quand même un certain charme de laisser se battre sur 3 tours, où tu vois quand même les vraies performances des voitures. Alors que là, chacun attend son petit tour et on se gare au départ, on attend la fin du premier tour pour se dépasser, ça n'a pas d'intérêt. Du coup, ça lancera peut-être un débat. Il y a potentiellement du coup un sujet focus qui va nous arriver durant l'année. Est-ce qu'il faudra qu'on garde le DRS, oui ou non? Peut-être à revoir. Exactement. Je ne sais pas ce qu'il y a le DRS. En fait, je pense qu'il faudrait avoir tout le système, soit mettre une BOP comme ils font au WEC, soit faire comme en IndyCar où tu as le push to pass, tu choisis d'activer quand tu veux pour défendre, passer qu'un certain temps. Et du coup, tu peux préciser peut-être le BOP et push to pass. Ouais, alors le BOP, c'est magique. On prend les performances des voitures aux essais, et pour les voitures les plus performantes, on leur ajoute du poids.
pour équilibrer un petit peu les niveaux des voitures. Donc en WEC, ça nous permet d'avoir des batailles sur. Là, c'était 9 heures, à 1 ou 2 secondes maximum pour chaque voiture. Alors, en F1, c'est incroyable parce qu'on serait sur 54 tours ou 70 tours en fonction du circuit à 1 seconde. Et des voitures pourraient potentiellement se dépasser avec des vrais dépassements comme nous a fait notre cher Sainz face à Leclerc. Et le push to pass, c'est un petit peu un champignon comme dans Mario Kart. Vous appuyez dessus et vous avez une durée limitée comme vous le voulez au moment où vous le souhaitez. Et après, let's go pour dépasser ou défendre. On n'est pas obligé de dépasser, on peut défendre aussi avec le push to pass. Et ça donne un certain équilibre à la course. Ok. Merci pour les précisions. T'avais un autre top ou flop? Non. Non, pas vraiment de flop, parce que après, je pense que chacun a joué avec ses armes. On a vu des As qui étaient quand même dans le coup, malgré le fait qu'on leur prédisait une dernière place. Donc voilà. Et après, il y a Alpine, quoi, mais Alpine, c'est. Ah, là, c'est chaud, là. Compliqué. Ok, merci, Hugo. De mon côté, moi, le top et flop, j'avais un peu comme vous, Sainz. De toute façon, il était dans le top, je pense, de tout le monde, vu qu'il a été aussi pilote du jour. Moi, je voulais aussi rajouter Zhou. Je l'ai trouvé bon. Il est bien régulier. C'est pas je pense, c'est pas la meilleure voiture du plateau qu'il a entre les mains. Et il s'en sort plutôt bien. Stratégie équilibrée. Donc, je voulais souligner la belle perf. Côté top, bon, les livrets le rendu global de la grille, je trouve, est assez harmonieux au final. J'avais peur du vert agressif de Kick Sauber, mais là c'est plutôt esthétique. Hein. Là je suis en mode plus fanboy. Le rendu est plutôt pas mal cette saison, je trouve, et c'est assez harmonieux entre toutes les voitures. Et puis dans le top, oui, de toute façon on est obligé de souligner Verstappen, je pense, pour l'efficacité de ce Grand Prix et dans son ensemble. Et en fait, je pense que ça le résume très bien, mais le premier Grand Prix qu'il y a dans la saison, en gros, on peut pas le deviner parce qu'on voit qu'il y a eu en fait au final du bluff au travers de tous les essais hivernaux qu'il y a eu juste avant le premier Grand Prix. Genre, il y a eu, on s'attendait à ce que la Red Bull soit moins bien performante que, par exemple, les Ferrari ou que les Mercedes. Et au final, ça a l'air de très bien fonctionner. Et par contre, dans les flops, en fait, j'avais un peu comme vous, forcément Alpine, mais là, ça fait plutôt mal au cœur de les mettre dedans. Et au sens global, je dirais même on revoit en fait toute la saison de la Formule 1 parce que en fait je suis triste de commencer par Bahreïn. Je sais pas vous, mais ça me manque la ferveur, tu vois, du public pour commencer une nouvelle saison. Au pire, on peut se taper des grands prix chiants au 20e ou aller au 15e Grand Prix de la saison. Ça, c'est pas un problème. Mais commencer la saison par un Grand Prix dans le désert où il y a personne et où tu sens pas une ferveur incroyable, c'est quand même dur. Hein. Je trouve. Ça manque le temps de l'Australie quand même. Hein. Comment se lever à 5 heures. Mais oui, voilà, tu vois, c'est le petit côté, genre, tu te lèves à 5 heures du mat pour aller regarder le Grand Prix. T'es content, ça commence bien, il y a le soleil en plus. Là, c'est de nuit. Il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque pour bien lancer sa saison. Mais de toute façon, on va l'avoir dans 2 GP maintenant. Ça sera le vrai début de notre saison. Ça sera le Grand Prix d'Australie. Voilà. N'ayons pas peur de le dire. Parce que le prochain qui est en Arabie Saoudite, c'est aussi en 2 nuits. Donc, en fait, finir en mesure, on n'aura pas. Et puis, c'est comme les dernières, on voit les immeubles en feu avec la guerre à côté. Oui. C'est vrai que ça, c'était trop drôle d'ambiance. Merci, messieurs, pour les top et flop. Bon. Le classement de la saison, on peut le voir vite fait. Je pense que il est assez efficace. C'est le classement du premier Grand Prix. Même si 1 point de plus pour Verstappen, 1 point de plus grâce au meilleur tour en course. Est-ce que ça fera la différence à la fin de la saison ? On ne sait pas. Imaginons un Leclerc qui
qui est à un point derrière, avec sa chance, ça pourrait arriver. Ça pourrait faire toute la différence. Mais de toute façon, en Australie, Verstappen sera déjà champion. Donc, c'est dur. Ça fait mal. Et ce quand même qui est intéressant aussi, mine de rien, quand on est sur Bahreïn, c'est que la F1 c'est le de nuit et la F2 c'est en pleine journée. Oui. Du coup, c'est pas pareil, puisque rappelez-vous, à l'époque où ils avaient testé Bahreïn en pleine journée en circuit de F1, ça a été une catastrophe. Et les pilotes de F2, les pauvres, ils supportent ça. Bon, c'est moins long, mais c'est quand même un bel effort physique, quoi. Dans le résultat du week-end, on pourra aussi en parler de la F2. Je ferai juste une interlude dessus, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Tu sens que c'est pas pas le même Grand Prix, quoi. Il y a un peu plus de galère et on voit pas très bien avec le soleil. Enfin, c'est un peu galère. Du coup, au classement des constructeurs, c'est légèrement différent que les résultats du Grand Prix. C'est qu'on a Mercedes qui est 3e. Et McLaren qui est 4e, pardon. Oui, voilà, McLaren 4e et Mercedes 3e. Et Aston Martin 5e, qui est la seule autre à avoir marqué des points. D'ailleurs, est-ce que dans le tir groupé là, on aura peut-être une Red Bull, Honda, Visa, tatatoa le sponsoring, qui va marquer des points avec Ricciardo et Tsunoda? Est-ce que vous pensez? Prochain Grand Prix? Moi, je pense. Jackie se cartonne pas tous les deux. Après, on verra. Là, tu sens vénère le Yuki, non? C'est le personnage, mais effectivement, là, il était plutôt vénère de swapper les deux pilotes à la fin, alors que, en sachant que les deux allaient toucher 0 points. Je n'ai pas compris le move. Bon, c'est peut-être stratégique vu sur l'idée du classement, mais bon. Ouais, à voir comment ça se fait. Donc du coup, oui, on parlait de Formule 2. Qu'est-ce qui s'est passé en Formule 2? Il y a le Max Verstappen de la Formule 2 apparemment cette année, qui est Zayn Maloney. Si vous ne connaissez pas le drapeau qui est présenté, c'est le drapeau de la Barbade. Donc je pense que le pourcentage de chances qu'il y ait un champion de F1 de la Barbade est extrêmement faible comparé au nombre d'habitants. Mais ils ont un talent et ils fonctionnent plutôt pas mal. Parce que quand je dis qu'il nous a fait un peu une Verstappen, c'est qu'il a quand même collé en F2, qui sont quand même censés avoir des performances assez similaires entre les voitures. Il a collé pas mal de secondes à ceux qui étaient derrière. Et par exemple, sur le meilleur tour en course, celui qui a fini deuxième, il lui a collé quand même une seconde. Et il y avait 4 secondes de gap à la fin de la course. Pas de chance pour nos Français. On fait la parenthèse, mais Adjar, premier tour, il se fait foncer dedans par Bartoledo. Et Martins, Martins, la voiture, elle a pas résisté au choc d'une bosse. Il y a eu une bosse et la voiture s'est éteinte direct. Pourtant, j'ai envie de dire, avec Alpine, tracteur, ça devrait passer, quoi. Non, mais c'est pas Alpine, c'est Art. On a quand même une petite fierté, mais bon. Ouais, le clan français s'est tapé une bosse ce week-end. La fiabilité française. Ouais. Sachant que si vous avez suivi la saison précédente grâce notamment au seigneur de la F1 sur la F2, en fait, il n'y a pas pour cher parce qu'il a gagné, il a remporté la saison de Formule 2. Et quand on remporte la saison de Formule 2, on peut plus la faire. Donc on est obligé d'aller autre part, soit en F1 la plupart du temps. Bon, là, il n'a pas eu de baquet. Donc du coup, direction la Super Formula. Et apparemment, la Super Formula, ça envoie du très très lourd cette année, notamment au niveau des performances. Tu suis, toi, un peu Yo-Yo, non? Ouais, il y a je regarde les replays sur YouTube. Je sais pas si cette année ils vont le faire, mais ça fait 2 saisons ils le faisaient. Il y a des courses en version en anglais ou en japonais. Et il y a vraiment le replay de toute la course. Donc je regarde le petit replay tranquillement. En japonais? Esprit shonen? Non. Pas non, j'ai passé je regardais Naruto en français. Donc, Ah, ok. Ouais, je comprends. Mais ça doit être cool à regarder. Ça doit être super intense de regarder ça en japonais. Ah, mais je confirme, en japonais, quand la première fois je me suis trompé, au départ ils sont très chauds. Hein. Ah ouais. Bon, il devrait faire le commentary de F1. Ça serait bien. Ça change un peu de
Comment il s'appelle notre cher champion canadien Villeneuve. Villeneuve, ouais, ça changerait de Villeneuve un peu. Hein. Oui, c'est un peu terrible. On est d'accord. D'ailleurs, petite parenthèse fun, il y avait Julien Febvreau dans un podcast de Hydro qui faisait une interview. Et quand il a eu la question est-ce que tu préfères Montagny ou Villeneuve, il a dit Joker. Joker, oui. On sait tous que ça veut dire Montagny est quand même meilleur sur le peu de Grand Prix où il est là. D'ailleurs, on aura Gunther qui va. Ah oui. Qui sera chez Canal. Mais tu fais bien d'y penser. Putain, mais c'était mon autre top. J'avais oublié de le dire. Merci Yo-Yo. Oui, mon top c'était ça. Gunther qui va être présent dans Canal+, ça va être incroyable. Mieux que dans Netflix. Si jamais vous suivez. On va le voir débarquer une petite voiturette. Oh, il serait capable. Hein. Et son bateau. Eh ben, très bien, messieurs. On va enchaîner. Donc, on va enchaîner avec un sujet. Et le sujet focus d'aujourd'hui, ça va être Alpine. Sujet focus d'aujourd'hui, Alpine. Alpine, c'est la Bérésina. Qu'est-ce qui se passe chez Alpine ? Est-ce que tu veux un peu nous résumer, Yo-Yo qu'est-ce qui se passe chez Alpine aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre jusqu'au prochain Grand Prix ou alors dans la saison ? Qu'est-ce qui se passe chez Alpine ? Chez Alpine, c'est catastrophe un peu. On a une voiture qui était, comme disait Alex Seller, qui est un tracteur, qui n'a pas bien été développé. Alors que c'est une voiture qu'on développe depuis plus d'1 an maintenant. C'est vrai qu'ils ont anticipé la fin de saison en gardant l'ancienne voiture sans faire de modification pour justement garder leur point de développement pour la voiture actuelle. Et on voit qu'ils sont totalement trompés. On a une Alpine qui a été présentée avec plus de carbone que de bleu. Je pense que même à Viry-Châtillon, il y a plus de bleu sur la façade que sur la voiture. Aussi, une voiture qui a été mal pensée niveau moteur, aucune performance moteur, pas d'équilibre. On a des pilotes qui se battent avec leur voiture. Et on a aussi un petit duo qui commence, je pense, à s'essouffler aussi, Ocon-Gasly. Quand tu écoutes leurs interviews l'année dernière, quand tu les écoutes maintenant aussi, la motivation n'est plus là. On a aussi une équipe qui se déchire en interne. 2 ingénieurs qui partent, qui sont quand même 2 hommes clés, et 2 personnes qui ont vraiment développé la voiture qui partent, ou qui sont limogées plutôt en début de saison. Au bout de à la fin de la première course, c'est vrai que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Une nouvelle voiture, mais avec légèrement moins de retard par rapport aux autres, mais on ne va pas s'attendre à un miracle. On ne va pas les voir gagner une course cette saison. Les top 10 sont déjà pas mal, honnêtement, je pense, pour gagner. Je pense bien se placer et gagner de l'argent un peu pour développer la voiture de la saison prochaine. Et sinon, ce que j'attends moi vraiment, c'est 2026. Hein. Aujourd'hui, Alpine 2024-2025, compliqué de revoir. Sachant que ça n'a aucun intérêt de développer une voiture pour la saison prochaine qui soit performante, sachant que tu as le règlement de 2026 qui va arriver. Il faudra vraiment se concentrer. Et recruter une équipe aussi avec un ingénieur. Donc là, tu es en train de nous dire que Alpine is the new Williams à une certaine époque. C'est-à-dire qu'on va partir un peu de zéro et que tout doit être reconstruit. Et je pense qu'Alpine, ça fait un petit moment en vrai qui cherche à se reconstruire chaque année. Je pense que depuis la voiture est plus noire, c'est fini. L'époque de Grosjean où avec les vrais Renault, à partir de ce moment-là, c'était vraiment la décadence. On était plus sur une voiture commerciale pour faire visibilité d'Alpine, petite révélation en Angleterre avec tout le beau gratin des influenceurs, etc., plutôt qu'une vraie voiture de course. Les 100 courses pour gagner les 100 courses pour gagner le championnat, on y est loin. Ouais, c'était trop prometteur. Mais oui, comme tu dis, là, on voit l'image, pour ceux qui sont en podcast sur le stream, on voit en fait qu'elle est quasiment toute noire. Donc, côté fun, et là, tu disais par rapport au jeu des influences, au marketing d'Alpine, etc., le fait d'avoir fait un reveal de 2 voitures avec 2 livrets différents, un bleu, bon déjà, il faut trouver des fois le bleu parmi le noir, et une rose parmi le noir aussi. C'est quand même assez perturbant. Même si, et limite, c'est ça qui a fait tout le charme limite de la présentation, c'est qu'il y a plus eu d'engouement pour la présentation de Alpine Hypercar
que la présentation de la Formule 1, quoi. Donc c'est ça qui paraît dramatique. T'as quelque chose à rajouter, toi, Alex, sur le cas Alpine Ouais, je pense que en fait, ça reflète un peu les changements qu'on a eu au cours de cette intersaison, j'ai envie de dire, cette pause hivernale. Euh, Alpine a des nouveaux investisseurs, un peu des gens, comme tu disais, connus. On a Ryan Reynolds qui a investi dans l'équipe. C'est un peu n'importe quoi. Lors du reveal de la monoplace, nos deux pilotes tiraient la tête, mais comme jamais, ça a été exceptionnel. Enfin, on aurait dit, ils l'avaient vu en avant-première avant, mais ils étaient déçus déjà de tout ça. Il faut savoir qu'on a eu deux couleurs en reveal. On a eu la première couleur bleue, on s'est dit waouh, il est où le rose? Et juste après le reveal où on est rose, on s'est dit ah oui, effectivement. Bon, il y a juste, juste deux éléments qui changent dans la voiture, le reste c'est du full carbone. En fait, je pense que c'est la blague, c'est la blague de l'année Alpine. Ils se sont dit bon, allez, on mise tout sur le market, on verra. L'année dernière, elle a plutôt bien marché, on va pas trop faire d'évolution. Et moi, j'ai noté quand même un élément qui différencie l'Alpine de tout le reste du peloton. Alors, c'est un détail très léger, mais on le voit mieux en course. C'est l'avant, là, le museau avant, pour ceux qui sont sur le stream, est plus large que toutes les autres monoplaces du paddock. Donc, je ne sais pas si c'est le bon choix aéro, si c'est des choses comme ça. Enfin, il y a eu quelques changements parmi le paddock. On voit Red Bull qui ont un peu élargi des entrées d'air à côté de la cabine de pilotage. On a Ferrari qui a retravaillé un peu l'aéro et surtout aussi le fond plat. Et en fait, Alpine a pris ce choix de, bon, bah, on revient un peu, j'ai envie de dire, au style ancien, comme tu disais, Nico, des monoplaces des années 2015-2016 où on avait vraiment un nez plus large, là où en fait toutes les voitures du peloton aujourd'hui du paddock ont un nez très fin, favorisant l'aéro, favorisant la vitesse de pointe, etc. Et c'est ce qui fait qu'en fait Alpine, je crois que par rapport à l'année dernière, on a entre guillemets gagné, je crois, un dixième même pas de seconde au tour par rapport à l'année dernière, là où tous les autres ont fait entre 8 dixièmes et 1 seconde 5 pour certains, 1 seconde 7 même, je crois, pour McLaren. Donc c'est vraiment la ramasse. Est-ce que c'est un parti pris de se dire on conserve la voiture et on mise tout pour 2026, un peu comme ce que fait Williams, où là ils se sont dit on n'a plus rien à perdre, on s'en fiche, on y va. Là c'est les 2 dernières années et on fait un peu le pari Brown GP des années 2000, 2009, 2008, où bah, tout est misé sur la voiture 2006, 2026. Grosse surprise et on verra. Je ne sais pas. En tout cas, je te rejoins sur le fait que les années de Renault / Alpine sont loin derrière. Ocon a eu la fierté de gagner avec Alpine il y a maintenant 3-4 ans. Gasly avec AlphaTauri à l'époque. Là, on est vraiment sur un petit peu la risée du paddock, là où tout le monde attendait As comme chaque année ou Williams, j'ai envie de dire. Non, ça c'est terminé, ça. Ça, monsieur, Alors, c'est ouais, terminé. C'est terminé, je sais à quel point tu adores ça, mais ça fait un peu du mal de voir qu'une équipe, qu'une écurie compétitive comme l'année dernière, où on avait les mêmes vitesses de pointe qu'une Aston Martin, moins de budget dessus, maintenant se retrouve vraiment en fond de grille, quoi. Non, Et mais est-ce qu'on ne sait pas justement sur un problème de pauvre avec Alpine? Parce que quand tu regardes l'aileron avant, c'est quand même l'un des éléments les plus simples à changer par Ouais. rapport à un fond plat où tu as vraiment un travail à faire. L'aéro sur le reste de la voiture qui est plus complexe à travailler, même l'aileron arrière, c'est comme un des éléments les plus importants. Et, alors que l'aileron avant, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à travailler, à changer en cours de route. Et j'ai envie de dire, le problème, c'est que là, on attend beaucoup de changements de pièces pour le Grand Prix de Émilie-Romagne, hein, s'il a lieu et qu'on n'a pas encore une allergie espérons, de parce Grand que Prix. Mais je me dis qu'avec tous les changements techniques, le chef de l'aérodynamique et l'autre qui se sont barrés, recruter quelqu'un en urgence, repartir d'une feuille blanche, j'ai envie de dire, on n'a pas un Noé de chez Red Bull, ça va être très compliqué pour Alpine cette saison, quoi. et puis après, tu parles d'Émilie-Romagne, mais il faut aussi le temps de le faire, hein, tout ça, parce que en fait, Complètement. cette saison, c'est ultra dense. Si tous les grands prix prévus sont faits, on a quand même week-end prochain Arabie Saoudite. Après, le luxe, on a une pause quand même d'une semaine, 2 semaines même. Non, une semaine. Une semaine ou 2 semaines? Putain, je sais plus compter. 2 semaines. 2 semaines, d'abord, et après c'est une semaine ouais. entre chaque Grand Prix. Australie. Après, tu vas au Japon.
qui est pas facile hein, quand même d'aller au Japon si tôt. Oh là là. Surtout qu'on avait l'habitude d'avoir un Japon plutôt fin de saison, beau spectacle, etc. Après, tu vas en Chine. Après, des déplacements États-Unis, surtout à Miami. Donc, du coup, ça veut dire que là, les voitures vont se prendre des chocs d'humidité assez importants. Et après, retour Émilie-Romagne, comme tu disais, le 19 mai. Enfin, 17-19 mai. Et après, Monaco. Donc, du coup, surtout que tes specs pour ta voiture, elles sont complètement différentes entre la Chine et Monaco, quoi. Donc, va falloir. J'ai envie de dire, en plus, ils n'ont pas trop de chance parce que les grands prix qu'on va avoir là à la suite sont plutôt des grands prix où la vitesse moyenne est assez élevée et là où on est vraiment très loin. Ouais. Émilie-Romagne, j'ai envie de dire que c'est un des circuits où ils peuvent faire quelque chose. Après, à Monaco, où c'est autre chose, mais c'est compliqué de dépasser, donc il faut tout miser sur les qualifs et c'est pas ça. Et après, on est maintenant aujourd'hui sur du Grand Prix à haute vitesse, donc ça va pas faciliter Alpine. Surtout que l'aéro, ça joue aussi, notamment au Grand Prix du Japon. Et on rappelle que le Grand Prix de Chine, tu peux faire des concours de cerf-volant à côté du Grand Prix, quoi. Genre, c'est full vent, donc ça se trouve, l'aéro, ça va poser problème à ce niveau-là, quoi. Mais j'ai hâte de la Chine parce que, rappelez-vous, la Red Bull déteste. C'est un avion de papier. C'est un avion japonais, j'aime bien dire ça. La Red Bull, jusqu'à présent, a eu de la chance. Et c'était Verstappen qui le disait, et je crois que c'était à son Grand Prix en Hollande. Il y avait eu un peu de vent et on le voyait perdre 2 dixièmes par tour parce que justement, il se bataillait beaucoup plus avec sa monoplace qui est très fine, très légère. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va réagir si on a un vent globalement entre 15 et 20 km/h, quoi. Non, mais c'est sûr. Ça promet. C'est à voir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le cas Alpine hormis le fait que, par exemple, la page de la F1 va devoir changer depuis aujourd'hui, les team chefs et les technical chefs, parce que tout a été changé. On va rappeler Cyril. Allô, Cyril. Reviens, s'il te plaît. Oui, je pense qu'il est bien dans la boue du WRC. Oui, parce que du coup, c'est l'ancien chef, mais c'était Renault, c'était pas encore Alpine à l'époque. C'était Renault, mais oui. C'était quoi, Cyril Abitboul qui était du coup patron de Renault F1 Team à l'époque, qui se fait dégager. Bon, on peut le dire. Qui avait quand même parié avec Ricardo, s'il arrive à faire un top 3, il se tatouait un tatouage, et top 3 au Nürburgring, avec une Renault, il fallait le faire quand même. C'est vrai. Et qui, du coup, quand il y a eu la transition Renault F1 vers Alpine, il a été gentiment remercié. Et maintenant, il est dédié à la meilleure compétition du monde, qui est le WRC. Pas peur de le dire. c'est vrai, c'est le grand spectacle. Mais pourquoi pas le voir revenir. Après, on ne sait pas aussi les enjeux qu'a WT dans tout ça, et qui peut peut-être replacer certains de leurs protégés. On rappelle que WT, c'est, si vous suivez un peu la Formule 1, c'est ceux qui aiment bien mettre du rose partout où ils passent. Donc c'est un sponsor majoritaire. Et on voit que même sur le logo, aujourd'hui, il commence à écraser un peu Alpine. Est-ce que la fierté française va pas disparaître au bout d'un moment ? Ça serait dommage. Donc on est tout bon sur le cas Alpine. Vous avez rien d'autre à ajouter pour les enterrer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que au moins on a la joie de ne pas avoir de Grand Prix de France où on va subir cette année, quoi. C'est ça. Ça rassure. De toute façon, les nouveaux recrutements se Castellet dignes du niveau d'Alpine. Donc, non. Ouais. Est-ce que, parallèle, est-ce que vous pensez que c'est le cas, le problématique là d'Alpine, c'est que en F1, ou est-ce que ça va concerner les autres disciplines dans lesquelles ils sont engagés ? Et potentiellement aussi tout ce qui concerne leur Driver Academy. Donc on rappelle, les Driver Academy, c'est les catégories plus juniors, où on forme ces pilotes et on les fait progresser jusqu'à temps qu'ils atteignent le plein potentiel pour la F1. Est-ce que vous pensez que tout ce qui se passe là côté Alpine, ça peut faire effet boule de neige pour les autres catégories dans lesquelles ils sont engagés, c'est-à-dire le wake, l'endurance, ou non ? Et côté F1, est-ce que ça peut générer des perturbations pour les jeunes pilotes, du style par exemple Victor Martins ?
On est sur des environnements différents, j'ai envie de dire. Ouais. Alpine au Mans, là, c'est la première. C'est la première. Oui. C'est le retour de Alpine au Mans, avec en plus Mick Schumacher en tant que pilote, un peu frustré. Je ne sais plus combien ils avaient fini là, dans le top 10. Ils ont fini 9 ou 10. Ouais, ils ont Ouais, fini c'est 9e, ça. je crois. Bon, c'est quand même pas mal pour un développement de Pour la première, voiture où en fait c'était en LMP2 avant, donc c'est plutôt bon. Après, la Formule 1, c'est vraiment un autre univers, hein. On s'est dit, hein, c'est vraiment l'argent qui fait un peu le tout. Les infrastructures, les choses comme ça, là où en fait en WEC, ça se joue aussi, j'ai envie de dire, mais on est plus équilibré de par la BOP, les choses comme ça. Enfin, pas mal de règles qui font que c'est plus équilibré. Là, on est sur une autre discipline. Et après, là, j'ai envie de dire, ça va être la bataille pour survivre et essayer d'atteindre le top 5 pour essayer de toucher un peu d'argent et survivre l'année prochaine ou faire complètement autre chose. Ou demander encore à de nouveaux investisseurs, des stars, de réinvestir là-dedans. Pourquoi pas. Mais je dois comprendre la frustration de nos deux pilotes français. En plus, ça fait plaisir d'avoir deux pilotes français de miser là-dessus. Et en plus, derrière, d'avoir une voiture complètement en déception. Et en fait, de te taper 54 tours en étant tout derrière et de chaque tour, en fait, de ne même pas tourner parmi les top 10 en termes de temps au tour, quoi. Ah, c'est clair. Bah, du coup, on peut faire aussi un mea culpa pour tout ce qu'on avait dit, je crois, saison 1 sur Oscar Piastri, qui a fait du coup le bon choix de se barrer. Et, Ouais. et Alonso qui a fait le bon choix d'aller chez Aston Martin pour aider le fils du patron. Complètement. Les moves sont là. Ouais. Non, juste pour revenir à ce que tu disais, je pense que la seule chose que ça peut causer en tort en F2, F3, c'est plutôt à Alpine où tu peux avoir une fuite des talents. Où la saison prochaine, tu vas avoir un sacré bordel avec Hamilton qui va chez Ferrari. Verstappen, on ne sait pas où est-ce qu'il fait, mais s'il va chez Mercedes, t'as Red Bull qui va chercher le nouveau Verstappen. Ouais. Et là, tu vas avoir un Victor Martins qui débarque chez Red Bull ou chez Visa Master, je sais pas quoi là. À tout moment. Donc, Alors, je crois que le nom parce complet, que- c'est Ça cache. c'est Visa Cash Red Bull Racing. Ouais, c'est ça. Visa Ouais. Cash Red Bull Racing. Enfin, le nom est catastrophique. Et bah très bien. Bah merci messieurs pour le cas Alpine. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au travers de la saison et de suivre du coup les performances de l'écurie anglo-française parce qu'en gros le siège est à Enstone au Royaume-Uni, mais on sait que Alpine c'est français. Très bien. Et ben on va pouvoir passer à la partie suivante, partie 3 sur la prochaine étape de notre voyage de saison. On vous présentait, on a parlé tout au travers de cet épisode des différents Grands Prix qui vont se succéder. Et ben, week-end prochain, Grand Prix d'Arabie Saoudite. Pareil, réglez vos montres, c'est Grand Prix et samedi, et pas le dimanche. Donc, ouais, parce qu'on peut avoir le cas, hein, tu sais, si on suit pas la F1, qu'on a l'habitude d'être posé le dimanche dans le canapé, et ben non. Surtout que là, en plus, c'est le samedi à 18h. Donc là, il faut pas louper le créneau. Et les qualifs, 18h, 19h, le vendredi. Grand Prix d'Arabie Saoudite. Qui passe au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc, ouais, Jeddah, qui est à, je crois, 100 mètres de la plage. Grand Prix qui a été construit sur mesure en empiétant sur la mer, limite. Et premier Grand Prix qui a eu lieu en 2021, 50 tours au total, une longueur de 6 km 1, ce qui est quand même pas mal pour un Grand Prix. Clairement, la vitesse est assez reine dans ce Grand Prix. Il y a un beau virage 13 où il y a un peu un U, un peu incurvé, donc là où on peut prendre pas mal de trajectoires. On pense notamment à Alonso qui est fan de prendre des trajectoires que personne ne prend. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce Grand Prix, messieurs, la semaine prochaine, enfin cette semaine? Ouais. Jeddah, hein, c'est quand même le temple de la vitesse, hein. L'année dernière, on était ce que j'ai noté, c'est 240 km/h en moyenne, ce qui est énorme.
Moi, j'aime bien aussi la première partie, quand c'est un enchaînement de virages, là, virage 5, 6, 7, 8, là-dessus, où on avait Mick Schumacher aussi qui avait la petite zipette qui s'était encastré contre le mur, ce qui montre que bah, effectivement, quand tu commences à essayer de pousser la voiture dans ses limites, ou que tu te prends 3-4 G, puisque tu es à 200 et quelques 220 en virage, et que c'est dans cette partie-là que ça se joue aussi ton tour. Et bah du coup, ça ne pardonne pas quand tu commences à taper sur du vibreur. Parce qu'il faut savoir aussi que cette partie-là, les pilotes jouent vachement sur les vibreurs pour pouvoir prendre les meilleures trajectoires. Et donc, c'est là où on aura aussi un peu de retour sur bah, les fonds plats des voitures, savoir un petit peu le réglage, la hauteur de caisse. En espérant aussi qu'en F2, je crois qu'il y a, on n'est pas la voiture de, de Martins qui explose avec les vibreurs à les bosses. Ouais. Mais moi, ce que je m'étais noté quand même, c'est que Jeddah l'année dernière, on avait déjà une différence de vitesse. Hein. Vitesse, c'était une victoire de Perez l'année dernière. C'était quand même intéressant. Je m'étais noté que Red Bull avait une vitesse moyenne de 241 km/h et Ferrari 239. En vitesse moyenne, 2 km/h, c'est énorme par tour. Et en fait, quand on voit déjà que dans les essais, on avait Red Bull qui était au-dessus de 3 km/h en moyenne en vitesse de pointe, en n'étant pas réglé pour les qualifs lors des essais, ça peut faire peur, encore une fois, sur le gap qui va se créer dès les premiers tours. Après, fun fact, on a quand même, je crois, c'est ça, 3 zones de DRS dans ce circuit. Donc, 3 zones de DRS, tour 1, ça va piquer. Ça va être la stratégie pure et dure de placement, de dépassement, et ça va être exceptionnel. Et moi, ce que j'adore, c'est les fameux jeux qu'on a de DRS dans l'avant-dernier virage, enfin dans le dernier virage, où là, c'est la souris un petit peu de est-ce que je te dépasse avant la zone de DRS ou non. Je crois que c'était Hamilton qui disait ça aussi là-dessus. Hâte de voir, et surtout, moi j'ai qu'une hâte, c'est que l'année dernière, Verstappen a failli faire le tour parfait. J'aimerais juste voir si cette année, il va nous lâcher cette masterclass, vraiment, parce que là, moi, c'est ma partie préférée, c'est les qualifs, où effectivement, comme c'est un circuit ville, on est à 3 cm, je crois, à chaque fois. J'aime bien parce qu'il y a les stats comme ça, à quel point ils sont proches du mur. Sim Verstappen va nous faire le tour qui nous marquera les esprits. Je vous invite, chers téléspectateurs, à regarder la réaction de Alonso et Ricciardo au tour de Verstappen en live, juste avant qu'il se crache. Les têtes de Alonso, quand il voit justement à quel point il frôle le mur, sont légendaires. Ouais, et c'est pour ça que j'aime bien voilà, ce circuit, juste pour la partie qualif. Après, je pense qu'on aura le train-train quotidien sur ce Grand Prix. Alors, sachant que tu disais pour la détection de DRS, ils l'ont décalé, hein. Ils l'ont mis de l'autre côté du virage maintenant. Ah bon? Oui, c'est l'autre côté du virage 27. Ce qui fait qu'en gros, tu peux plus comme avant freiner juste avant le virage pour avoir ton DRS par rapport à ton concurrent. Chaque année, il change de circuit. Il met deux DRS, ensuite 3, ensuite il décale. Ouais. Oh là là. D'ailleurs, pour rappel, petit DRS, c'est l'aileron mobile, vous le voyez, il s'ouvre d'un seul coup quand vous êtes à moins d'une seconde de la voiture qui vous précède. Mais là, c'est vrai qu'en plus, déjà, elles sont longues, ces zones DRS. Mais ouais, la détection a été bougée. Et je sais plus, tu sais, Yuyu, il y avait les 3 ou s'il y en avait qu'une et elle servait aux 2. Je sais plus. Mais je crois que dans le avant, jeu... il y avait les 3. Okay. Parce que la saison où tu as Hamilton et Verstappen qui se battent, tu avais la ligne droite. Après la ligne droite, virage. Zone de détection en plein milieu. Et tu as même Hamilton qui attendait que Verstappen. Les deux étaient côte à côte et il y en a qui avaient freiné plus rapidement que l'autre. Et d'ailleurs, tu vois que le speed trap, donc là où on va calculer la vitesse la plus élevée, pour vous dire la sensation que ça doit être d'être dans une F1, c'est qu'elle est mais littéralement toute proche du virage 27. C'est-à-dire que tu es en pleine vitesse maximale et tu dois freiner 10 mètres plus loin pour commencer ton freinage et anticiper la boucle. Mais ça peut donner lieu à des trajectoires différentes dans le virage 27 pour aller choper la ligne de DRS, justement. Est-ce qu'il y en a qui vont élargir pour laisser passer celui qui est devant? On pourrait voir ça. Très bien. Bon, en tout cas, beau Grand Prix à suivre. On l'aime plutôt bien, celui-là, au final. C'est vrai je trouve qu'il est un peu moins ennuyeux que Bahreïn chaque année. Je sais pas vous, mais...
Et chaque année, pour l'instant, chaque année, on a une voiture de sécurité, au minimum. C'est vrai. Il y a la stat voiture de sécurité qui tombe à chaque Grand Prix. C'est quand même pas mal. Alors, vous êtes habitués maintenant. C'est l'heure des pronos des seniors pour Jeddah. Donc, on va chacun donner... On va tester un format où on va vous donner la pole, le P1, le P2. Bon, là, c'est expérimental parce que c'est le premier de la saison. Mais après, ça sera bien dans un joli tableau. Et comme ça, on va fixer les règles dès le départ. La pole, c'est 1 point. Le P1, c'est 2 points. P2, 1 point. P3, 1 point. Et on peut faire un bonus que je pique du coup à nos amis de Break Check, piloté par Hydro. C'est le bonus DNF. Vous pouvez déterminer un pilote que vous pensez qu'il va abandonner. Et c'est le bonus à 1 point qui peut faire la différence, comme le meilleur tour en course. Ça peut faire la différence à la fin de la saison. Alors, Yo-Yo, je t'écoute pour la pole. Verstappen. Week-end parfait pour lui. Mister 100%. Donc même en P1 aussi. Ah P1, ouais. meilleur tour, vraiment tout. Ouais. C'est... Dommage qu'il n'y ait pas P2, P3, P4. Attends. Exactement, sinon ce serait Verstappen. Après en P2, Leclerc. Ouh là 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 là. Ok. P3, Russell. Oh là 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 là. Là, tu me vends du rêve. Là. Et en DNF. Si t'en mets un, tu peux dire. Oui, tu peux dire. T'as dit fiabilité tout à l'heure. Il y a la stat. Voiture de sécurité à Jeddah. Exactement. J'hésite en fait. Qui je peux voir abandonner? Ça peut Allez, être Ocon. n'importe qui comme une Ocon. Alpine, tu vois, par exemple. Exactement ce que j'allais dire. Je vois bien les deux Alpines se toucher. Oh là 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 là. Tu sais que Allez, ça serait le drame assuré, ça. Exactement, mais... Pour l'instant, le seul truc qui sauve l'écurie, c'est que les deux pilotes font pas trop de vagues. À mon avis, si les deux se touchent, ça va pas le faire. Parce qu'on rappelle qu'il y a un passif entre Ocon et Gasly. Ouais. Alors, pour moi, tu mets la même chose sur la pole P1 et P2. Donc, je rejoins Yo-Yo là-dessus. Pour moi, ça va être le classement. Et j'allais rejoindre Yo-Yo sur la P3, mais je me dis qu'un petit Sainz, là, il est lancé. Hésité. Je me dis, pourquoi pas? En sachant que l'année dernière, les Ferrari, elles ont fait 7 et 8, c'était pas exceptionnel. Mais là, le pack aéro, là, Vasseur, j'y crois, tu vois, cette année, Vasseur, il va faire les choses bien. Et en DNF, PNF, j'hésite entre deux personnes, dont une qui pourrait faire pleurer Nico. Non. Mais j'hésite entre un Sargent. Aïe, aïe, aïe. Mais pour le jeu, je vais mettre Magnussen. Magnussen? Wow. Ouais. J'ai... Ok. La petite touchette avec Stroll, tu vois, c'est un début de saison qui promet, quoi. Mais pour aller dans ton sens, rappelons que moi j'ai été fou devant mon téléviseur de voir que Sargent est reparti. C'est-à-dire qu'il n'a pas abandonné. Ouais. On rappelle que là, pendant la course de Bahreïn, pour ceux qui n'ont pas suivi, Sargent a eu un problème sur sa voiture. Supposé un problème. Je pense que c'est un problème de voiture. Il n'a pas réussi à redémarrer après. Il a tiré tout d'eau dans un virage. Il n'a pas réussi à démarrer. Il a pris 50 secondes pour redémarrer. Et à une époque, il aurait déjà foncé. Il n'aurait pas arrêté la voiture. Il serait allé s'encastrer dans les pneus. Ou alors, il n'aurait pas redémarré la voiture et il serait dit, bon, bah, j'abandonne là, voiture de sécurité, blablabla. Là, il a redémarré et il a fini la course. Et ça, c'est beau. Et ça, j'aime. Champion. Il a un peu gâché toute course en vrai. Moi, j'espère la voiture de sécurité. Quand j'ai vu ça, je me dis cool, voiture de sécurité sur la course. Mais non. Faut qu'on garde nos sous cette année chez Williams. Donc, pas d'abandon, rien. Paul. Putain, j'aurais envie de mettre quelque chose d'autre.
Bah, je vais mettre Il y a Leclerc. des points à aller chercher. Ah, ouais, Il y je a vais des mettre points à Leclerc. aller chercher, Nico. Moi, je vais mettre Leclerc. Pourquoi ? Parce que, et ça sera un des sujets focus au travers de la saison, mais les qualifications, si on regarde toutes les qualifs Q1, Q2, Q3, et ben c'est Leclerc qui a signé le meilleur tour. C'est pas Verstappen. Mais je t'ai dit, Verstappen, il a sa revanche à prendre. Là. Attends, ouais. Ouais. Mais bon, est-ce que ça va pas le trahir ? Ça sera la question. Ah, d'ici là, peut-être qu'il aura eu la peau de Horner aussi, parce qu'il y a une affaire bizarre chez Red Bull. On verra. P1. Bah, P1, j'ai envie de mettre comme vous, putain. Je vais mettre comme vous. Hein. Je vais mettre comme vous. Je suis obligé. Je vois pas quelqu'un d'autre. Pas comme toi, commence avec des points de retard. Hein. Ouais. Allez, là. Par contre, P2, je vais pas mettre Leclerc. P2, je vais mettre Sainz. Ah oui, ça y est, Ouais. on est sur du Pro Sainz cette année pour Nico. Là, c'est parti. Ah, j'aime bien. Mais je l'aime bien depuis qu'il est chez McLaren. C'est-à-dire que je trouve que chez Renault, on l'a enterré en tant que sale gosse, impossible à gérer. On a vu que chez McLaren, c'était le meilleur copilote avec Norris. Et là, je trouve que déjà, j'ai beaucoup de peine pour lui. Que, en gros, Lewis arrive, mais genre, il se fait. Mais il n'y a personne qui va à sa rescousse chez Ferrari. Et le pauvre, ça doit être terrible à vivre, en vrai. Et j'espère Il fait le meilleur move en vrai, ça se trouve. Hein. Il va aller chez Red Bull, il va être champion. En vrai, ça serait une belle histoire. Hein. Mais je sais que ce que je vais mettre en DNF, ça va pas plaire à Alex, donc c'est pour ça. Troisième, je vais mettre Pérez. Et du coup, on se dit, mais Paul pour Leclerc, qu'est-ce qui va se passer ? Et ben Leclerc DNF. Tu vois un stand douteux. Non, je vois un Paul et il se fait un peu toucher par Verstappen. Et là commence une histoire sombre, Alex, de rivalité. C'est vrai qu'il nous faut du show pour Netflix. Voilà. C'est vrai. Ouais. Il faut que Netflix se nourrisse. Et du coup, je vois une petite touchette de Verstappen sur Leclerc. Et Leclerc en. Voilà, petite crevaison. Bah, un peu ce qu'a fait Bortoleto à Adjar en F2. Ouais. Il le touche, paf. Aucune conséquence pour Bortoleto. Mais derrière, il y a tous les autres qui foncent sur le pauvre Adjar. Ok, bon, on verra si ça va arriver. Tout ça. On vous tiendra au courant et on fera un récap au prochain épisode après Jeddah. Pour finir, il n'y a pas que la F1 dans la vie. Et bah du coup, ce week-end, il y avait le WEC aussi. Donc WEC, donc endurance. Si vous aimez les 24 heures du Mans, vous connaissez. Yo-Yo, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? T'avais vu la fin ? Ouais, j'ai vu la fin. Okay. Il y a juste entre 15h et je crois 17h, j'ai pas vu. Sinon, ouais, j'ai tout vu. Quel fan de WEC. Est-ce qu'on peut dire que la France a péri ce week-end-là ? Oui. Ah, mais ça, totalement. Alors, là... alors justement, c'est là où je voulais en venir. On a parlé du Calpine, mais parlons de la tristesse de Peugeot. Une petite pensée pour nos amis de Peugeot qui ont vu leur voiture ralentir. C'était quoi dans les 3 derniers tours, Yo-Yo ? Je sais plus. Les 2 tours. Les 2 derniers tours. Pendant les 2 derniers tours, une voiture à l'agonie qui était deuxième. Non, troisième. Troisième ou deuxième ? Oui, ah, deuxième. 2-2. Deuxième, qui s'est du coup fait rattraper par la Hertz Porsche, qui ensuite s'est fait rattraper par l'autre Porsche, puis la Cadillac, puis la Ferrari, puis la Toyota, puis l'autre Ferrari, puis la Alpine. Et donc, en fait, on a eu une descente aux enfers de notre Peugeot. On rappelle la spécificité de la Peugeot de cette année, et encore de l'année dernière, pas d'aileron. Donc là, on est sur... un aileron à Monza. C'est vrai qu'elle a un aileron à Monza, c'est vrai. Ouais. Mais c'était un peu triste du coup pour l'écurie française. Alpine, comme on disait, 8e, donc plutôt bonne perf. Nous, ce qui nous a plu, parce qu'on a suivi un peu la fin avec Alex,
c'était la bataille entre Porsche Hertz et Porsche Penske, où ça a fini, pour de l'endurance, c'est quand même assez rare, à 1 seconde l'une de l'autre. Toi, Yo-Yo, est-ce que tu penses que cette saison de WEC sera incroyable? Mais je pense qu'elle est déjà incroyable. Je pense que la saison d'endurance, en vrai, au global, c'est incroyable que ce soit en WEC ou en IMSA, donc le championnat d'endurance aux États-Unis. On verra des batailles à quelques secondes. Là, bon, il y a Peugeot, mais ça, c'est un problème de calcul. Ils ont fait une petite Ferrari. Mais sinon, quand tu vois la Ferrari qui est. Tout le monde était dans le coup au départ. Les 3 Porsche, la Ferrari, Peugeot aussi, et 2 Peugeot, si tu n'enlèves pas le problème qu'il y a et le petit crash qu'ils ont dans les premières heures. Il y a Toyota qui fait grise mine, mais ça, c'est à cause de la BOP. Je pense que si on équipe un peu le tout, ils seront aussi dans le coup. Et puis BM aussi qui apprend, donc forcément, je pense qu'on aura une très très belle saison. Et perso, depuis les 24 heures du Mans de l'année dernière, je suis en coup de cœur sur la Cadillac. C'est un bruit. Le bruit était incroyable. C'est le truc que t'entends le plus, quoi. C'est énervé. Entre ça et la NASCAR. Ouais. Ah ouais? Ouais, quand même, que ce soit des teams privés qui dominent et qui sont quand même qui se battent avec le team principal, ça fait quand même mal. Hein. Oui, parce que du coup, Hertz utilise Porsche en tant que motoriste, mais c'est une autre team, quoi. Avec un Penske aussi, les mecs viennent des États-Unis, ils prennent une Porsche et hop, en Booba. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ben, je crois qu'il y avait que ça. Il y avait l'Indy, non? Il n'y avait pas d'Indy. Non, l'Indy, ça reprend ce week-end. Ce week-end. Il y a MotoGP qui reprend ce week-end aussi, Oui. et IndyCar. Oui, d'ailleurs, du coup, vu qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie, il y a aussi la F1 Academy. C'est un petit parallèle, mais il y a la F1 Academy qui commence à Jeddah, donc la catégorie 100% féminine de la F1. Donc, à suivre, parce que du coup, c'est un peu de retour sur le devant de la scène. Maintenant, incroyable, ils sont même dans le site officiel de la F1, avec un lien directement vers un site dédié. Ça, c'est la grande nouveauté, hein. Je peux vous dire qu'on l'attendait l'année dernière, on ne l'a jamais eu. Donc à voir ce qui va se passer. Donc là, il y a quand même... alors, il y a 7 courses. Il y a 7 courses. Donc il y a Jeddah, Miami, Barcelone, Zandvoort, Singapour, Bahreïn et Abu Dhabi. Donc ça va bien se batailler. Et du coup, on suivra ça parce qu'il y a aussi des pilotes françaises. Il y a Dorian Pain quand même qui... Comment? Il y a Dorian Pain justement avec Mercedes en F1 Academy. Ouais, il y a Lola Livenvos. Ouais, Dorian Pain. Mais je sais plus si. Ah non, il n'y en a pas d'autres. Bon, de toute façon, il n'y a pas de Jimmy Chadwick, donc je ne sais même pas si je vais regarder. Donc, voilà. Donc ouais, tu disais, il y avait la MotoGP qui reprend aussi. MotoGP, et c'est le Grand Prix d'où déjà? Qatar. On a bien commencé dans cette région-là du monde en ce moment. Ouais, MotoGP, Qatar. C'est quelques années que ça commence. Donc les tests étaient à Valence en novembre. Donc ça laisse le temps. Ils ont fait plusieurs tests en vrai. Ah oui, des tests, ouais. Il y a eu Qatar, Portimao. Exactement, Portimao, Singapour récemment aussi. Il y avait pas mal de tests contrairement à la F1. C'est vrai. Et donc là, Grand Prix du Qatar, du 8 au 10. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on pourra suivre la Formule 1 le samedi et le MotoGP le dimanche. Il y a la course de sprint aussi en MotoGP le samedi. Je sais pas la F1, c'est à quelle heure? La F1, c'est à 18h. Et ben on peut regarder le MotoGP à 17h le samedi avant de regarder la F1 à 18h. Exactement. 11 tours MotoGP. Donc c'est le sprint. Et après, go regarder la F1. Et pas d'endurance ce week-end? Non. Il y a Sebring le week-end d'après, dans 2 semaines. Exactement. Ah ils ont fait un... Ils ont fait un autre tour? Attends, pourquoi ils m'ont mis Imola là? En wake. Ils m'ont mis Rune 1. Ah oui, non, c'est en IMSA, Sebring, c'est en IMSA, Sebring. Donc là, on a Imola. Mi-avril. Ouais, Imola en avril.
Ok. Et bah très bien. Et bah noté. Bon, on n'aura pas trop le temps, je pense, pour un quiz. Donc on le fera la fois prochaine, quand ça sera mieux organisé pour notre prochain épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, une recommandation à faire, un message à faire Je passer? recommande, si vous savez Disney, la mini-série de 4 épisodes sur Braun pour les fans de Formule 1, comme quoi en une année, un outsider, une nouvelle écurie a pu remporter, avec notamment Jenson Button et Barrichello, et bah, du coup le championnat en 2008. Et donc après, partir à la retraite, j'ai envie de dire, de l'écurie. Et c'est Keanu Reeves aussi qui présente, justement, et qui interviewe tout le monde. Très, très intéressant ce reportage. C'est 4 épisodes de 1 heure, c'est quand même assez costaud, mais on en apprend énormément sur la partie 1G, sur la partie budget, sur la partie compétition, et toutes les galères. Mais ça a été une année exceptionnelle pour Button, déjà. Voilà. Bah, c'est un peu les défis des ingénieurs qui ont pris le pas sur le sponsoring, sur les marques, sur tout ça. Exact. Malgré la période de crise, puisque 2008, c'était la crise économique, et normalement, l'écurie n'aurait jamais pu voir le jour. Et ça a été vraiment de la débrouillardise du début jusqu'à la fin de la saison. Pour te dire, je peux teaser là-dessus, pour vous dire, Button voyageait au travers de EasyJet entre chaque Grand Prix. Voilà. C'est incroyable. Donc on pouvait le croiser. C'est important, voyage. Ils se sont fait sauver par toutes les écuries quasiment. Ouais. Tout le monde y a contribué. Donc, Et c'est à ce moment-là aussi que la F1 a pris un tournant au niveau des leaders de la FIA. Oui. Bah, belle histoire à C'était revoir. la belle époque aussi, Nico, je pense, où il n'y avait pas le DRS. Eh oui. Ça, c'était quand même l'époque. Et il n'y avait pas de KERS encore. C'était pas l'année du c'est la KERS. saison d'après, ouais. Exactement. Le KERS qui est un petit peu aussi une sorte de oui. coup de boost, push to pass, j'ai envie de dire, et qui se rechargeait chaque tour. Ouais, bah très bien. On a des belles flasques, ils avaient justement ajouté des flasques sur les roues. Ouais, c'était exceptionnel. Et ça se rechargeait à chaque fois. Ah ouais, ça c'était vraiment une stratégie de se garder ce petit coup de boost. Non, bah, ok. Bah, très bonne recommandation. Moi, je recommande aussi, sinon, donc pas Drive to Survive, mais le documentaire sur la NASCAR qui se prête plus justement au style américain et qui est incroyable, où on apprend vraiment. Donc, par contre, le seul regret que j'ai, c'est que ça commence pas au début de la NASCAR, mais au playoff. Donc, au moment où ça se joue le titre. Mais ça vaut vraiment le détour et c'est vraiment ancré dans l'univers américain. C'est sur Netflix. C'est vraiment du drama. Ouais, sur Netflix, ouais. Full Speed, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Oh ouais, la NASCAR, c'est un délire aussi. Hein. Si jamais Exactement, ça permet de découvrir l'univers, les rivalités, les courses aussi, comment c'est la stratégie dans les courses, etc. Tout j'ai jamais vu, incroyable. Oh oui, c'est vrai que c'est du Netflix, ça commence par le gros accident. Exactement. Ok, bah merci pour vos recos. Donc, si jamais vous ennuyez lors du Grand Prix, vous mettez ça en fond. Hop, ça passe crème. Mais je pense qu'en vrai, ce week-end, ça devrait aller à Jeddah. On devrait... Allez, faisons le pari de de la première ligne. Et de toute façon, on a pas Verstappen, il regarde le reste. Oui, c'est vrai. Petite technique sur les réseaux sociaux, si vous l'avez pas vu. Vous prenez un bout de scotch, vous le mettez sur la première ligne, et après, ça donne plus de sensations à votre Grand Prix où vous voyez tous les gens se battre pour la deuxième place. Et bah très bien. Bah merci messieurs. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode en débriefant du Grand Prix et de tout ce qui s'est passé, en espérant ne plus pouvoir parler du cas Alpine. Merci messieurs. Yes. Et bonne soirée à tous et à toutes. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Sénats de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.